Vouloir par tous les moyens gâcher la fête, ou plutôt les fêtes d'indépendance et de l'Eurovision organisées cette année en Israël. C'est l'objectif que se serait fixé selon l'armée israélienne. Le djihad islamique, le bras armé de l'Iran dans la bande de Gaza, aurait de nouveau l'intention de titiller la hiérarchie du Hamas, quitte à entraîner un conflit. Et puisqu'on parle de guerre, nous avons décidé de traiter la question du Yom HaShoah, la journée de la Shoah, à travers le témoignage exceptionnel d'un ancien résistant qui a fait depuis son alia. Mais avant cela, c'est le récap sécuritaire de la semaine. Bonsoir, Myri Maman. Bonsoir à tous. On commence tout de suite, vous l'avez dit, par la sécurité renforcée en Israël en prévision des événements de ce mois de mai. L'armée a déployé de batteries antimissiles dômes de fer supplémentaires à travers le pays et notamment dans le centre. Les services israéliens craignent en effet que des groupes terroristes palestiniens viennent troubler notamment les festivités de l'indépendance et celles de l'Eurovision. Une crainte augmentée par le tir lundi soir d'une roquette depuis Gaza vers Israël. L'engin s'est abattu en mer en face de la ville d'Ashdod. Un tir attribué au djihad islamique. Israël a immédiatement réagi en réduisant la zone de pêche gazaoui, mais aussi en publiant la photo de celui qui est derrière les décisions du groupe terroriste. Un avertissement clair, Tsahal n'hésitera pas à agir contre les leaders terroristes. C'est une tradition désormais, Mathias. On passe du sud d'Israël au nord avec cette information qui en a surpris plus d'un ce week-end. La libération de 2 prisonniers syriens. L'un a été condamné pour trafic de drogue, l'autre pour avoir attaqué une base militaire israélienne. Une libération qui intervient après la restitution de la dépouille de Zakaria Baumel. Le corps du soldat tué pendant la première guerre du Liban a été rapatrié de Syrie grâce à l'intervention de Moscou. Et des médias arabes avancent qu'il ne s'agit que du début d'un accord. D'autres libérations pourraient suivre contre la restitution de dépouilles de soldats israéliens. Affaire à suivre donc. On va s'intéresser à présent à la sécurité du Premier ministre israélien. Regardez ces images. Vous voyez les gardes du corps de Binyamin Netanyahou. L'un d'entre eux tient à la main une drôle d'arme. Il s'agit d'une arme anti-drone, on le sait. Ces petits appareils volants télécommandés sont la menace de demain, ou plutôt d'aujourd'hui. Eh bien, cette arme peut soit littéralement court-circuiter le drone et en prendre le contrôle, soit également l'abattre. Les Israéliens sont toujours à la pointe de la technologie. Enfin, on termine par ces images, celles de l'exercice militaire interarmé auquel participe l'armée israélienne. Du 30 mars au 17 avril, la prestigieuse unité des parachutistes israéliens se trouve pour la première fois de son histoire en Allemagne. Également présents des unités américaines, britanniques ou encore italiennes. En tout, 4400 soldats de plus de 10 pays différents. Exercice héliporté, prise de contrôle d'une maison où sont repliés des terroristes, libération d'otages. Les simulations sont nombreuses, mais l'on retiendra une image symbolique cette fois, le drapeau israélien aux côtés de celui de l'Allemagne et des soldats israéliens chantant la Tikva en Allemagne. Voilà de belles images, Mathias. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Notre premier invité exceptionnel dans ce numéro de Défense, Lucien Lazare. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien résistant. Vous vous êtes battu contre l'impossible pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme je le disais, vous avez fait votre alia depuis. Vous avez émigré en Israël. Vous êtes la preuve vivante, s'il en est, de ceux qui se sont battus pour pouvoir survivre. D'abord, première question. Monsieur Lazare, merci encore une fois d'être avec nous. Cette volonté de se battre contre un ennemi féroce, cruel, d'où vous avez eu cette force? Ça correspond en grande partie à la période de vie que je vivais lors de l'occupation allemande. Je venais de sortir de l'adolescence à peine et j'étais donc un très jeune adulte et l'aventure invite toujours les jeunes adultes comme moi et au début c'était une aventure et nous l'avons faite dans un contexte de association qui était un mouvement de jeunesse. On était des cadres de mouvements de jeunesse et ceci convenait parfaitement aux activités que nous avions eues et à l'esprit que nous avait donné ce mouvement de jeunesse. Et on obéissait avec empressement
aux ordres que nous recevions de nos chefs. Lorsque vous dites que cet empressement, vous avez agi en tant que juif, en tant que français, en tant que juif français? L'un et l'autre, oui, sans doute. À l'époque, j'avais l'ambition de devenir un grand serviteur de la France au service du judaïsme. Ça mérite quelques explications, Monsieur Lazare. Oui. Et je venais de terminer mes études secondaires et je m'orientais éventuellement, s'il était possible, de faire des études supérieures vers l'histoire et les études politiques. Et mon ambition était de recevoir, en fin de compte, une formation de diplomate. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaitais réussir à devenir ce que je disais tout à l'heure, à savoir un serviteur de la France, pour la gloire de la France, et au service de la gloire du sionisme, du futur État d'Israël. Je ne doutais pas que le sionisme finirait par fonder un État juif souverain. D'où me venait cette assurance? Ça, c'est un peu difficile à dire. Il faudrait des talents psychologiques pour arriver à répondre à une telle question. Lucien Lazare, vous me disiez hors antenne que vous êtes passé de la résistance non armée à la résistance armée. Elle se matérialisait comment, cette résistance armée? Il faut que je explique un petit point d'histoire. La résistance que vous appelez non armée, dans mes travaux d'histoire, parce que j'ai écrit l'histoire de cette résistance, je l'ai appelée la résistance non violente. Et effectivement, la non-violence était l'une des valeurs fondamentales du mouvement des éclaireurs israélites de France, sous la direction de Robert Gamzon, qui avait fondé le mouvement en 1923 seulement. Il avait 16 ans à l'époque. Et il était devenu un ingénieur acousticien, mais il consacrait sa vie à la passion qui le dévorait, à savoir la passion de l'éducation, de la pédagogie. Et c'était dans le cadre de ce mouvement qu'il le faisait. La résistance non violente consistait à sauver des vies de juifs dont l'existence était menacée par des arrestations, par des internements, puis par des déportations. Alors, lorsque est arrivé le moment où la France, la résistance en France a reçu le mot d'ordre de Londres de passer à la lutte armée, et à envoyer des armes par des parachutages à cette résistance armée, eh bien, Gamzon a décidé que tous ceux qui étaient en mesure de combattre, corporellement parlant, et bien entendu dans l'esprit qui était celui du mouvement, eh bien, étaient conviés à rejoindre un maquis juif d'identité éclaireur israélite de France dans le département du Tarn. Et vous avez été parmi eux? Et j'ai rejoint le département du Tarn. J'étais à ce moment-là à Lyon, dans le Rhône, et c'était un assez grand chemin. Le voyage, compte tenu du fait que ça s'est passé à partir de la nuit du débarquement en Normandie, donc le 6 juin 1944, il se trouve que le voyage a été une véritable aventure qui a duré presque 10 jours, et en fin de compte, je suis arrivé dans le secteur du maquis des éclaireurs israélites de France, qui avait pris le nom de compagnie Marc Haguenau, du nom d'un des cadres supérieurs du mouvement des éclaireurs israélites de France, qui était décédé par suite
d'une arrestation dans la ville de Grenoble et qui avait été torturé pour obtenir des renseignements, pour que l'ennemi obtienne des renseignements de sa part. Il s'est jeté par la fenêtre et n'a pas survécu. Marque un nom de gloire de cette résistance EIF, Éclaireurs Israélites de France. Lucien Lazare, ma dernière question finalement serait la suivante. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il reste chez vous, c'est cette alia, cette émigration en Israël. Est-ce que de la résistance armée à l'alia, c'est cette preuve de la résilience? Proche de là? Est-ce que c'est la preuve de la résilience? Ah, la résilience. Oui, sans doute. Je pense que le fait qu'après avoir mené une vie professionnelle d'enseignant, j'ai eu le privilège de pouvoir fonder et diriger un établissement secondaire israélien qui s'appelle le lycée René Cassin, qui continue à fonctionner à Jérusalem. J'ai entrepris des travaux de recherche historique. C'est ma discipline en tant qu'enseignant. J'ai enseigné l'histoire générale et l'histoire juive aux élèves du lycée René Cassin. Et par la suite, donc, j'ai entrepris des recherches et j'ai consacré ces recherches à l'histoire qui a été en fait celle à laquelle j'ai participé, qui a été mon vécu pendant l'occupation en France, à savoir cette résistance juive qui a été a priori une résistance non violente et qui, pour moi, s'est transformée dans le courant de ma carrière de chercheur en histoire et d'écrivain de l'histoire et une fonction particulièrement enviable qui est un privilège exceptionnel, à savoir membre de la commission pour la désignation des justes parmi les nations. C'est une commission qui siège à Yad Vashem et qui est complètement autonome et qui est constituée uniquement de bénévoles qui ont une formation académique qui les qualifie pour être membre de cette commission. Merci beaucoup, Lucien Lazare, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la preuve vivante de cette résistance parfois non armée, parfois armée également, et que vous avez pu nous parler depuis Jérusalem. Merci beaucoup, Lucien Lazare, de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps pour ce Yom HaShoah, cette journée de la Shoah. Merci à vous d'avoir réalisé cet enregistrement. Ils ont une vingtaine d'années, sont infirmiers, militaires ou paramédics dans l'armée israélienne et ont acquis malgré eux une expertise mondiale dans le traitement des blessés sur le terrain. Regardez ce reportage et on en parle longuement dans un instant. C'est le dossier de défense. Non, ce n'est pas un atelier maquillage de l'armée israélienne. Ces soldats de l'unité paramédicale 82 de la division des tankistes vont jouer aujourd'hui le rôle de blessés graves dans un exercice plus vrai que nature. Ils auraient donc été victimes de tirs. Soyez attentifs et concentrés. À l'endroit où se trouvent les blessés, je donnerai à chacun son affectation. Faites attention, regardez bien l'impact de la balle. On ne les verra pas forcément. Donc souvenez-vous, l'entrée de la balle est matérialisée par une petite plaie. Et dès l'intervention, tout va très vite. Chaque soldat de cette unité médicale sait ce qu'il a à faire. Et surtout, comment prodiguer les premiers soins. Il a reçu une balle dans la tête, n'est pas conscient. Les signaux sont au rouge, le niveau d'oxygène dans le sang est très bas. Je vais donc devoir le placer très vite dans un coma artificiel. Il ne peut pas respirer par ses propres moyens. L'autre blessé est aussi dans un état grave, mais l'intubation est déjà prête pour ce soldat. Donc je procède par étapes. Le plus rapide dans ce cas, c'est d'arrêter le saignement interne et empêcher l'œdème dans le cerveau. Le deuxième blessé souffre de plaies au torse. Il va recevoir une intubation pour dégager ses voies respiratoires. Et déjà, il faut parer au plus urgent. Regardez, l'hélicoptère a du retard, il sera là dans 25 minutes. On pourrait en profiter pour procéder au trocard. Ce qui saute aux yeux au cours de cet entraînement, c'est le calme dont fait preuve le jeune infirmier militaire.
Ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à de tels incidents. Si je ne suis pas calme, mon équipe, mes paramédics ne le seront pas. Et au final, on ne pourra pas traiter calmement les blessés. C'est le type d'incident auquel nous nous formons chaque jour. Si je perds le soldat, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas se préparer. Mais nous nous entraînons chaque jour et on essaie de se préparer avant tout mentalement. Sur le terrain, cela se ressent. Au cours des dernières années, plus de 80% des soldats et soldates victimes d'attaques au couteau ou à l'arme automatique ont été sauvés. Que ce soit au cours des derniers attentats ou des dernières opérations de l'armée israélienne, c'est ce degré d'expérience et ce savoir-faire qui ont permis aux équipes médicales de l'armée israélienne de sauver la plupart des blessés. Il a 28 respirations, des plaies au torse. Je n'ai pas de point de sortie, ça veut dire que les balles sont encore à l'intérieur. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Tu es avec moi? Je ne sais pas si je lui sauve la vie. Je sais au moins que je lui règle un problème immédiat. C'est la raison pour laquelle les blessés arrivent pour la plupart en vie à l'hôpital. Si je ne lui avais pas permis d'écouler son sang avec le trocar, ses chances de survie étaient minimes. La question est de savoir si ces infirmiers s'entraînent différemment en cas de montée croissante des tensions, comme cela a été récemment le cas à la frontière avec Gaza, et de manière plus continue aux frontières libanaises et syriennes. Il n'y a pas une seule semaine sans que nos commandants nous disent que la guerre peut avoir lieu à n'importe quel moment, dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Mais nous devons nous tenir prêts, c'est notre objectif. Savoir sauver des vies, quelle que soit la situation ou le terrain, le credo de ces jeunes soldats infirmiers et secouristes israéliens. Eric Seton, bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de l'unité d'élite 669 de l'armée de l'air. Ça vous rappelle de bons ou de mauvais souvenirs, puisque vous êtes médecin, en plus médecin militaire? Bonsoir. Effectivement, c'est un mélange d'images qui reviennent, qui remontent, d'images de blessés qu'on a réussi à sauver, de soldats qu'on a malheureusement perdus ou de blessés civils, effectivement. Donc ça rappelle des images très très intéressantes, très importantes également de l'entraînement et du grand saut que l'on a fait du point de vue professionnel ces dernières années, ces 20 dernières années. C'est quoi cette excellence dont parlent ces infirmiers? D'abord, on a eu compris deux notions très importantes. Avant d'être médecin, j'étais infirmier dans les parachutistes dans les années 80. Et je crois que le saut a été fait dans les années 90 où on a compris deux notions très très importantes. Le traitement définitif se fait à l'hôpital, pas sur le terrain. Donc il est très important, on a adopté la notion de golden hour, d'heure d'or, c'est-à-dire dans l'heure qui vient après la blessure, le blessé doit être en salle d'opération. Pas dans une infirmerie, il doit être en salle d'opération, que c'est là où nous pouvons les sauver. Et donc nous avons compris qu'en fait, au lieu de rester sur le terrain, ce qu'on faisait stay and play, et de faire des gestes plus ou moins utiles, il faut répertorier les gestes immédiats pour sauver, comme l'a montré la jeune paramédic, pour intuber, pour rétablir les voies respiratoires, arrêter les saignements, régler un problème qui met en jeu le pronostic vital et immédiatement transporter. Mais on ne peut pas tout le temps se baser sur des miracles, parce que les miracles ont leurs limites. Donc effectivement, ce n'est pas des miracles, ce sont des entraînements très poussés. Nous avons créé le modèle de paramédic nous l'avons pris en fait de Magen David Adom, et en conjonction avec Tsahal, nous avons des paramédics qui sont sur le terrain, dans les hélicoptères, sur les équipes à terre, et qui sont en fait formés uniquement à ça. Ils sont formés à soigner des blessés de trauma. Ils savent parfaitement le mécanisme. Ils sont formés pendant 1 an. Ce sont des jeunes appelés. Ils ont une formation militaire et médicale très très poussée. Ils travaillent en collaboration avec des médecins. Également, notre motto, c'est de mettre les meilleurs médecins à l'avant, au tout début, pour pouvoir justement soigner sur le terrain le plus rapidement possible et amener les blessés dans les meilleures conditions. Mais vous avez importé ce modèle, c'est-à-dire que vous êtes l'un des pionniers dans cette unité d'élite 669 à avoir importé ce modèle au sein de l'infanterie, puisque 669 c'est une unité de l'armée de l'air. Exactement, c'est une unité qui est l'unité la plus avancée du point de vue médical dans Tsahal.
Elle comporte 160 médecins et paramédics qui sont tous de réserve, mais travaillent en continuité avec Tsahal. Et nous avons donc importé ces méthodes au sein de toute l'armée, et ça s'est développé dans toutes les unités de l'armée de terre. Nous avons fait également quelque chose qui est très important, c'est toute la simulation médicale d'entraînement, où les simulateurs nous permettent en fait de mettre d'entraîner les équipes médicales sur des processus qui sont pratiquement véritables, de les filmer et de leur montrer également où sont leurs erreurs. Alors, la dernière chose que la troisième chose, c'est le matériel. Nous avons développé du matériel très très adapté au terrain. Et la dernière chose, c'est l'intégration Tsahal, Armée de l'air, Sheshetesha, Magen David Adom et les hôpitaux, tous en connexion pour pouvoir sauver des vies. Vous allez en parler. On prend la direction de Nice à présent, de la France, avec Patrice Massante. Vous avez été soldat dans l'armée de terre française. Patrice, merci d'être avec nous. Et vous avez au quotidien connu des opérations de l'armée de terre. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, c'est ce que vous avez vécu, ou il y a des légères différences entre l'armée de terre française et l'armée de terre israélienne? Bonsoir Mathias. Alors tout d'abord, il faut savoir que jusqu'en 2008, les Français travaillaient sur des protocoles typiquement français. Depuis les projections en opérations extérieures, notamment en Afghanistan, les Français ont regardé un petit peu ce qui se passait auprès des armées avec qui la France était amenée à collaborer, notamment les Américains. Et depuis 2008, les protocoles d'intervention de l'armée française sont calqués sur les protocoles d'intervention américains. Le colonel que on a entendu auparavant parler de la Golden Hour, c'est un petit peu le même protocole que nous avons en application depuis 2008 dans l'armée française. Nous travaillons sur une doctrine de treat first what kill first, de traiter en premier ce qui tue en premier. Et c'est ce qu'aujourd'hui, chaque combattant, chaque soldat amené à intervenir en opération intérieure comme Sentinelle ou en OPEX comme des opérations Barkhane doivent maîtriser au quotidien. Qu'est-ce qui vous a rapproché, vous, Patrice, aujourd'hui des techniques israéliennes? Alors les techniques israéliennes que j'ai eu l'occasion de voir, notamment lors de petits passages et de participation à des sessions de formation au sein de l'académie médicale dans le district sud auprès de Tsahal, on arrive aujourd'hui à avoir des protocoles sensiblement identiques. De prendre en charge une victime, de traiter en premier ce qui tue en premier, telles que les hémorragies massives, les victimes qui ont subi un blast, une explosion, les victimes avec membres arrachés. C'est aujourd'hui le protocole d'intervention primordial de traiter en premier ce qui tue en premier. Et les Israéliens et les Français travaillent sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça finalement le modèle qui doit marcher en France, c'est-à-dire cette interaction entre secours civil et secours militaire? Alors aujourd'hui, effectivement, la France est malheureusement amenée à travailler selon des protocoles, on va dire des protocoles de guerre. Aujourd'hui, nos secouristes, nos sapeurs-pompiers, nos intervenants du SAMU sont confrontés à des attentats. On arrive aujourd'hui avec nos protocoles, avec un petit peu l'amélioration de certains protocoles et en regardant un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, à avoir des secours vraiment très très efficaces et très très opérationnels. Mais malheureusement, aujourd'hui, les secouristes, quels qu'ils soient en France, vont être amenés et doivent être amenés à maîtriser les techniques de sauvetage en situation dégradée. Ça veut dire très rapidement qu'on peut envisager un rapport de collaboration directe entre le SAMU et le Magen David Adom? Alors moi, selon les informations que j'ai pu voir régulièrement, on peut voir très souvent en France des intervenants du Magen David Adom intervenir auprès du SAMU et des intervenants français partir en Israël, suivre des formations auprès du MADA, du Magen David Adom. C'est ce que j'ai eu notamment l'occasion et l'opportunité de faire. Donc les échanges entre la France et Israël au niveau des secours, du sauvetage et du secours en situation dégradée, aujourd'hui, le partenariat est vraiment ancré sur le terrain.
Merci beaucoup, Patrice Massante, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien soldat de l'armée de terre en France. Merci d'avoir été avec nous. Le mot de la fin, colonel Éric Setton. Je crois que d'abord nous apprenons l'un des autres. Nous avons beaucoup appris des Américains. Nous avons également enseigné à d'autres corps d'armée. En 2008, j'avais accueilli le chef du corps médical français et on lui avait présenté exactement nos techniques de travail et je crois que ça a porté ses fruits. En définitive, c'est très important d'apprendre de chacun de l'autre pour pouvoir partager nos expériences. Et je crois que les dernières fusillades également aux États-Unis ont montré qu'il fallait également enseigner ça aux civils pour avoir les meilleurs résultats et soigner les blessés le plus rapidement possible. Est-ce qu'on... Une dernière question qui me taraude, c'est le fait de pouvoir sauver un blessé qui a eu une balle, pardonnez-moi d'être cru, mais une balle dans la tête. Comment on sauve un blessé qui a une balle dans la tête? Ça me semble irréaliste. Ça dépend. Si le blessé a encore ses fonctions vitales de respiration et de battement de cœur, on peut l'intuber, ventiler, lui permettre de continuer l'oxygénation et réduire l'œdème cérébral et ainsi le transporter le plus rapidement possible à l'hôpital où se fera l'extraction de la balle ou l'évacuation du saignement. Donc c'est possible. Ça sent le vécu. Merci, colonel Éric Setton. Merci, Mathias. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un colonel de réserve de l'unité d'élite de l'armée de l'air 669. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de notre magazine Défense. La semaine prochaine, émission exceptionnelle consacrée à une autre journée du souvenir, cette fois en mémoire et en honneur des soldats tombés sur le champ de bataille et des victimes du terrorisme. Bonne semaine sur i24 News.